tous, bienvenue pour ce deuxième rendez-vous des matinales du Tour des régions de Planète CSCA. Alors pour commencer, je voudrais m'adresser à ceux qui étaient là lors de la première. Vous savez que lors de la première, on a terminé en disant que vous pouviez nous laisser un petit mot puisqu'on n'était pas ensemble pour garder cette interactivité, pour avoir vos réactions. Donc merci à vous pour vos petits mots. La plupart d'entre vous étaient très gentils, très encourageants. Vous étiez très contents de ce rendez-vous, qu'on soit là, en dépit de ce qui se passe sur le coronavirus. Mais malgré tout, il y a eu quelques petites remarques, il y a eu quelques petites demandes d'amélioration. Alors, je précise que nous les avons entendues. On va essayer d'être encore plus pratique que pratique. Et surtout, on va essayer de finir à l'heure, c'est-à-dire à 10h30, puisque vous avez des rendez-vous. Et naturellement, il faut quand même bien travailler, respecter les timings. Donc, on va essayer de s'y plier, nous aussi. Voilà. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là, je rappelle le principe de ces matinales du Tour des régions de Planète CSCA. En théorie, on était censé venir vous voir sur le terrain. Et puis, il y a eu le Covid. Donc, le dispositif a été complètement modifié. Donc, on vous rappelle le dispositif qui a commencé la semaine dernière et qui va durer jusqu'au 8 juillet avec 10 événements. Alors, ces 10 événements, il y aura 3 tables rondes d'actualité. Celle de la semane dernière, c'était sur l'action, entre guillemets, entre assureurs et courtiers à l'occasion de cette crise du Covid. Vous pouvez la voir en replay. On parlera lors de ces tables rondes d'actualité des pratiques commerciales. On parlera de l'intérêt du syndicat pour défendre vos problématiques, regarder vos problématiques. Il y aura nos sujets, et là on rentre cette semaine dans ces tables rondes sur les transmissions, et puis il y aura naturellement des formations qui sont des DA compatibles, et des formations sur la responsabilité professionnelle des courtiers, sur la protection juridique, sur le cyber risque, sur les règles applicables en matière de démarchage téléphonique. Vous pouvez retrouver tout le programme et vous inscrire, c'est très important, s'inscrire sur le site planetcsca.fr/nos événements. Voilà qui est dit. Le programme du jour, donc, on commence aujourd'hui et on va poursuivre la semaine prochaine avec 2 nouvelles tables rondes sur un sujet important qui est le sujet des transmissions. On va donc en parler tout de suite avec nos 2 premiers invités. Elle a développé plein d'entreprises pendant une trentaine d'années. En 2018, elle a créé Transmission Lab, fonds de dotation qui s'intéresse à la transmission des entreprises. Vous savez que moi qui suis journaliste, je regarde un peu ce qui se passe sur mon secteur. Elle est membre du conseil d'administration de l'Express. C'est Nadia Nardonnet qui est avec nous. Bonjour Nadia. Bonjour Jean-François, bonjour à tout le monde. Ravi d'être là. Merci d'être avec nous. On va donc profiter de toute votre expérience sur la transmission d'entreprise. Avec nous également pour cette introduction, Bertrand de Surnemont, le président de Planète CSCA. Bertrand, bonjour. Bonjour Jean-François, bonjour à tous. Bien, alors, sujet des transmissions, lorsque l'on a commencé à réfléchir à ce tour des régions, devenu matinal du tour des régions, vous nous avez dit, Bertrand, il faut qu'on parle de transmission. Pourquoi la transmission vous paraît un sujet si important pour le monde du courtage ? La transmission est une des caractéristiques du monde du courtage. Le monde du courtage, c'est quoi dans ses caractéristiques principales? On y reviendra tout au long de cette émission. C'est un éclatement du marché. Je rappelle qu'on a 24 000 courtiers inscrits à l'ORIAS, donc un monde d'entreprises extrêmement éparpillées, de toute taille, de tout type, intervenant sur différents types de marchés. Donc une diversité de cabinets de courtage qui est extrêmement importante. Deuxième point, on a une pyramide des âges des dirigeants de cabinets qui est assez déséquilibrée, puisque une très grande majorité de dirigeants de cabinets ont plus de 50 ans. Et donc, fatalement, on a une énergie à la transmission qui est assez importante. Et puis enfin, il y a deux phénomènes qui sont venus se greffer sur ces 2 premiers. C'est l'impact de la réglementation depuis des années, et on voit bien qu'au fur et à mesure où la réglementation s'intensifie, on a un certain nombre d'acteurs qui préfèrent passer la main ou s'adosser ou se faire accompagner par des structures plus importantes
pour gérer ce type de problème. Et puis depuis quelques années, compte tenu des caractéristiques propres au courtage, que sont la résilience, que sont la visibilité qu'offre l'activité du courtage d'assurance, ça n'aura échappé à personne. Les fonds d'investissement sont venus se mettre dans la partie, avec certainement parfois des exagérations, mais en donnant une lumière, une nouvelle lumière sur ce monde qu'est le courtage d'assurance et participer à la restructuration, à la consolidation de ce monde. Voilà pourquoi ça m'a semblé important pour nos confrères de mettre ce sujet sur la table à l'occasion de ces tours des régions, parce que je pense que beaucoup d'entre eux sont effectivement concernés ou ne vont pas tarder à l'être. Ok, donc en fait, pour être très honnête, il était prévu à l'origine dans les réunions physiques de passer environ 1h30 sur le sujet. En pratique, grâce au Covid et au fait qu'on soit passé en digital, on va passer 3 fois 1h30 avec des sujets différents. On va regarder l'enquête aujourd'hui, on va regarder les grandes lignes aujourd'hui et on se retrouvera la semaine prochaine, mardi et vendredi, pour regarder les différentes situations, les situations du vendeur et les situations de l'acheteur. Nadia Nardonnet, c'est Transmission Lab qui a opéré cette enquête. Juste d'un point de vue pratique, ça s'est passé comment? C'était un questionnaire électronique, un questionnaire papier? Combien de questionnaires envoyés? Combien de répondants? Oui, alors c'était un questionnaire, d'abord juste pour préciser, c'était un questionnaire qu'on a créé en repartant d'une enquête qu'on avait réalisée avec BPI France et sur une population qui était une population de TPE-PME qu'on a adaptée avec la planète CSCA pour la population des courtiers en assurance et donc on a envoyé aux 2200 membres de la planète CSCA. Donc cette population a répondu d'ailleurs fortement puisqu'on a eu plus de 200 réponses. Donc c'est un taux de réponse qui est très important. Voilà. Donc une belle enquête. On peut dire que les courtiers ont joué le jeu. Ah, les courtiers ont tout à fait joué le jeu, oui, absolument, puisque en fait, avec la première enquête qu'on a menée donc sur une population dont on parlera, parce qu'il y a des différences, il y a des ressemblances avec les TPE-PME, mais c'est ça qui est intéressant. Mais il y a eu plus de réponses, clairement, sur cette enquête qu'on a pu en avoir avec BPI France et la CCI France, d'ailleurs, qui était impliquée, et la Fondation MMA, d'ailleurs, des entrepreneurs qui étaient aussi partie prenante ici, comme elle l'était dans notre première enquête. Okay, et vous le voyez sur cette image, vous avez à droite la répartition des cabinets de courtage que vous connaissez bien, qui est celle des membres de la planète CSCA, et puis les répondants de notre enquête que vous avez sur la partie gauche. Donc avec une répartition sur la France entière qui est aussi une belle répartition. Donc ça veut dire que tout le monde a joué le jeu, vous avez raison. Ok, je sais, tout le monde, j'ai quand même regardé les chiffres. L'Île-de-France devait être confinée au moment de l'enquête parce qu'elle est un peu sous-représentée. Bertrand, pourquoi avoir choisi Transmission Lab pour travailler sur cette enquête? La Transmission Lab, c'est la relation naturelle qu'on entretient maintenant depuis 3 ans en partenariat avec MMA. Donc voilà, une spécialité reconnue et une pertinence en matière d'analyse. Et voilà, je pense que c'était le parfait partenaire pour mener à bien cette enquête et pour en tirer, j'ai envie de dire, toute la quintessence. Donc, je les remercie encore d'avoir mené à bien ce travail. Nadia, on vient de voir que finalement on avait une assez bonne représentativité d'un point de vue géographique dans les répondants de cette enquête. Je voudrais qu'on essaie maintenant de regarder un peu le détail. On dit le monde du courtage correspond à des cabinets de tailles différentes. Déjà, si on regarde en termes de profil de cabinet, ça donne quoi au niveau des répondants? Alors au niveau des répondants, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir environ un tiers des répondants qui sont des indépendants. Tout simplement et de façon directe, donc des personnes seules qui vont avoir leurs principaux... là, c'est pas la bonne, mais là, vous avez effectivement, là, les répondants, la slide que vous venez de montrer, c'était de dire que tous ceux qui ont répondu sont principalement des dirigeants et des actionnaires majoritaires au sein de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on n'a pas parlé à des dirigeants qui sont
directeurs de développement ou directeurs du marketing. Ce sont les vrais dirigeants de l'entreprise qui ont soit créé leur propre entreprise, qui ont soit créé leur propre cabinet de courtier, soit qui ont repris ce cabinet. Alors les 6% d'autres, c'est une catégorie qu'il faudrait qu'on creuse un tout petit peu plus. Alors je reviens quand même. Sur pour la régie, la 2, la taille des cabinets qui ont répondu, c'était quoi? Oui, donc je disais un petit tiers qui étaient des cabinets indépendants, donc une personne seule, environ 60% qui sont des cabinets de 1 à 9 personnes, et puis 13% des cabinets de plus de 10 salariés. Et donc les chiffres d'affaires vont un peu en même temps, puisqu'on n'a que 6%, donc ces cabinets de plus de 10 salariés, on va les retrouver dans des cabinets qui font plus de 3 millions de chiffres d'affaires, et puis ensuite on va retrouver les cabinets indépendants qui vont faire moins de 500 000 euros de chiffre d'affaires, et ensuite de 500 000 à 3 millions qui vont faire un petit tiers du chiffre d'affaires. Voilà. Alors, si on met ça en parallèle par rapport, tout à l'heure vous nous avez dit que vous étiez parti d'un questionnaire que vous aviez fait pour une enquête sur les PME pour BPI France. Comment se positionner les PME que vous aviez étudiées sur BPI, qui seront un peu notre population de référence? On essaiera de faire des comparaisons avec cet univers-là. Absolument. Alors, sur l'étude qu'on avait faite, donc c'est une étude qui remonte à septembre, enfin on l'a travaillée en septembre 2019, et en fait c'était tout secteur d'activité confondu. La population des entreprises, c'était des entreprises qui avaient en moyenne plus de 10 salariés. En revanche, en termes de chiffre d'affaires, on retrouve à peu près le même chiffre d'affaires. C'est-à-dire que la plupart des entreprises qu'on a interrogées, 75% faisaient moins de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et puis après, on retrouve à égalité celles qui font entre 3 et 15 millions et celles qui font plus de 15 millions de chiffre d'affaires. Donc on a à peu près une équivalence de population, et donc les comparaisons vont être tout à fait pertinentes. Bertrand, on voit donc des petits cabinets de proximité, on voit des cabinets de plus importants. Vous avez le sentiment que la diversité du monde de courtage est bien représentée? Oui, sur la taille et par rapport au sujet qui nous occupe, il est entendu que dans cette typologie de cabinet, donc cabinet de proximité au sens large pour la grande partie de l'échantillon, voilà, on est dans une bonne représentativité de taille, et je suis certain qu'à l'intérieur de ces échantillons, on retrouve une diversité d'acteurs, des spécialistes, des généralistes, tel secteur qui travaille sur telle branche ou plutôt que telle autre. Donc voilà, on a un échantillon véritablement qui couvre bien le spectre de ce qu'est l'activité du cabinet de courtage. On n'a évidemment pas les grandes maisons de courtage, mais je crois que ce qui intéresse nos auditeurs, c'est véritablement leur situation, et je pense qu'ils vont trouver réponse à leurs questions. Ok, Nadia, je reviens vers vous. Bertrand nous disait tout à l'heure que le sujet de la transmission était un sujet important pour le monde du courtage en raison de la pyramide des âges. Si l'on regarde l'âge des répondants, ça donne quoi? Alors, si on regarde l'âge des répondants pour ce qui concerne les courtiers, vous avez un âge moyen qui tourne autour de 52 ans. Dans nos PME, si on prend la population de référence dont on parlait tout à l'heure, pour nos TPE-PME, l'âge moyen, il est plutôt à 59 ans. Quand même, c'est une différence d'âge qui marque à cet âge-là, et donc plus proche d'un âge où la transmission est réellement un sujet dont il faut se préoccuper. On en parlera tout à l'heure, j'imagine, de comment s'occuper de la transmission et comment l'anticiper. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que l'ancienneté dans l'entreprise chez les courtiers, vous voyez, elle se situe en moyenne autour de 12-15 ans. Pour notre population de référence, elle est autour de 20 ans. Donc là aussi, une différence significative sur la population de référence. Ok, l'autre élément important, c'est donc le profil. On l'a vu tout à l'heure, mais je voudrais qu'on revienne. Les gens que l'on a interrogés sont des décideurs, c'est-à-dire que eux, ils peuvent prendre la décision de transmettre ou de ne pas transmettre?
Ce sont des dirigeants actionnaires. C'est fondamental. C'est-à-dire, c'est eux qui vont prendre les décisions stratégiques et patrimoniales pour la société. Ok. Et sachant qu'une partie d'entre eux sont des repreneurs, ça veut donc dire qu'ils ont déjà eu des opérations de rachat, puisque qui dit transmission, en fait, il y a différents volets. Il y a la transmission, ça veut pas je dire, vends. le repreneur ne veut pas dire qu'il a déjà transmis. Le repreneur veut dire qu'il a déjà racheté à quelqu'un qui avait transmis. Ok. Mais donc, c'est l'autre côté de la médaille. Parfait. Exactement. Alors, on va bien attaquer, on va accueillir bientôt, dans quelques instants, nos deux nouveaux invités. On a vu, je dirais, la signalétique de la population qui a répondu à cette enquête. Nadia, j'ai envie de vous poser une première question pour ouvrir un peu nos trois tables rondes. Est-ce que majoritairement les courtiers ont déjà envisagé le sujet de la transmission? Alors, majoritairement, tous les courtiers disent la transmission c'est important et il faut qu'on s'en préoccupe. Mais presque la moitié disent on n'a pas encore envisagé de transmettre. Donc il y a deux choses contradictoires qui apparaissent et cette contradiction, on la retrouve aussi chez les TPE et les PME. C'est-à-dire la transmission ou la pérennité de l'entreprise ou la volonté que ça dure et que ça continue, ça existe, c'est présent, c'est là, mais en même temps, dans l'exécution d'une certaine façon, ça ne se ressent pas. On se dit c'est pas pour aujourd'hui, c'est pour demain, ou après-demain, voilà. ou après-après-demain. Ou après-demain, exactement. Ok, et alors, pourtant... Voilà. Et pourtant, il y a des gens qui ont, je ne vais pas dire des âges avancés, parce que moi qui ai 50 ans, je ne vais pas expliquer qu'à 50 ans, on est un âge avancé, mais il y a des gens qui devraient pour autant y penser et qui se disent c'est pas mon sujet, c'est pas mon actualité. Oui, alors après la question d'âge, c'est une vraie question ou c'est une vraie interrogation complètement personnelle. Nous, chez Transmission Lab, on considère que le sujet de la transmission, ça doit s'aborder à partir de 50 ans. Hein. C'est un sujet qu'on aborde à partir de 50 ans parce que l'anticipation de la transmission, ça met du temps parce que c'est un process qui est long et parce que ça se fait pas rapidement, mais on y reviendra un peu plus tard. Donc effectivement, à partir de 50 ans, on devrait commencer à se poser la question. C'est très clairement pas le cas aujourd'hui. Ok, parfait. Voilà. Ok, le décor est planté. Maintenant, puisque je disais en introduction qu'on allait être pratique, on va regarder des expériences. Je vous propose tout de suite que l'on passe donc à notre débat sur ce sujet des transmissions. Jingle. Allez, on garde Nadia Dardonnet et Bertrand de Surmont avec nous. Et on accueille deux nouveaux invités. Il est associé chez l'Argilière Finance. C'est Nicolas Ibanez. Bonjour Nicolas. Bonjour Jean-François, bonjour à tous. Voilà, et puis dans Matinale du Tour des régions, vous avez entendu le mot région. Et donc naturellement, on ira régulièrement lors de ces matinales en région à la rencontre du terrain. Notre grand témoin aujourd'hui est bordelais, c'est Franck Allard, le président du directoire de Filet Allard et SAS. Franck, bonjour. Oui, bonjour Jean-François, bonjour à tous et ravi de partager cette matinée avec vous tous. Alors, vous êtes président du Collège Sud-Ouest, mais ce n'est pas à ce titre-là qu'on vous a invité aujourd'hui. On va profiter de votre grande expérience et de votre regard sur ce sujet de la transmission. Première question, Nicolas. Vous, chez l'Argilière, vous êtes très impliqué dans des transmissions. Quelles sont vos premières réactions à l'étude qui a été réalisée par Transmission Lab et que nous a présentée il y a cela quelques instants Nadia Dardonnet? Alors effectivement, ce sujet de la transmission est extrêmement important. Et avant de répondre à votre question, je vais en mettre une autre. Pour nous, la transmission, qu'on soit cédant ou acquéreur, est vraiment un sujet clé du dirigeant parce que chaque prospect qui rentre dans nos bureaux, à moins qu'il ait un certain âge et que le sujet de la cession soit clairement affirmé, chaque dirigeant peut basculer assez rapidement d'une position de vendeur à une position d'acheteur.
Nicolas, vous êtes en train de nous dire qu'il faut impérativement qu'on regarde les 2 tables rondes de la semaine prochaine. Alors, effectivement, parce que l'un n'est pas dissociable de l'autre. Un vendeur peut être vendeur à un moment donné, mais il peut être également acheteur. Ce qui est important de noter, c'est qu'une entreprise doit évoluer, elle doit bouger, elle doit croître. Donc, une entreprise qui reste statique n'est pas une entreprise qui aborde le futur de manière très positive. Pour répondre à votre question plus précisément, effectivement, nous, on réalise une trentaine de deals par an, dont une partie significative sur les services financiers. Le thème de la transmission est clé et important de le lier à l'âge. Effectivement, Nadia a dit qu'il est important de se poser la question de la transmission à partir de 50 ans. Je mettrai un petit bémol, parce que c'est vrai, effectivement. En revanche, on voit de plus en plus de dirigeants qui se posent cette question-là bien avant les 50 ans. Soit parce qu'ils ont une envie de changer d'horizon, de faire un autre métier, de changer de pays, soit parce qu'ils estiment que leur entreprise a atteint aujourd'hui une certaine taille, a une certaine beauté qui peut intéresser certains acquéreurs, et à ce moment-là, il se pose la question de la transmission et il va sur le marché pour rencontrer les acquéreurs. Donc le thème effectivement de la transmission est clé, l'âge est clé. Il y a un élément complémentaire que je mettrai également, c'est la volonté du dirigeant. Est-ce que le dirigeant souhaite continuer à croître tout seul dans son coin, c'est pas péjoratif, ou bien est-ce qu'il souhaite s'associer avec quelqu'un, est-ce qu'il souhaite vendre parce qu'il estime que lui a atteint un plafond de verre. Voilà. Enfin, bref, il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés. Ok, allez, on file à Bordeaux, retrouver Franck Allard. Franck, vous avez connu pas mal de situations, vous avez racheté? Non, j'ai pas racheté. Moi, vous avez racheté les cabinets? Ah oui, racheté, mais je pensais, moi, personnellement. Oui, on a fait une vingtaine d'acquisitions. Oui, j'ai fait personnellement, dans le cadre de mes fonctions chez Fillet Allard, une vingtaine d'acquisitions, et je dois dire, elles se sont toutes très très bien passées, pour d'abord une raison, c'est que j'ai toujours été extrêmement bien accompagné. Et je pense que ça, c'est l'essentiel. Ok. Bertrand, vous avez racheté aussi? Vous avez racheté, vous avez vendu? Si on regarde les expériences. Oui, j'ai racheté, j'ai vendu 3-4 fois, donc oui, j'ai été alternativement dans les 2 sens, si je puis dire. Ok. Alors, c'est intéressant parce que tout ça, c'est quand même des histoires d'individus, des histoires de personnalité, des histoires de culture d'entreprise. Franck Allard, je voudrais qu'on vienne avec vous. On va regarder votre cas. La culture d'entreprise et l'histoire de Fillet Allard, c'est une longue histoire. Ah oui, c'est une longue histoire, puisque moi, je suis la 4e génération. Je suis tombé dans la marmite tout petit. Chez moi, j'ai toujours entendu parler de courtage d'assurance. Et quand l'occasion s'est présentée et que mon père a eu quelques problèmes de santé, j'étais rentré préalablement dans le cabinet, et tout naturellement, il m'en a confié la responsabilité. Et puis quand sa santé a été meilleure, il m'a dit « mais écoute, ça ne sert à rien que je revienne. Avec ton frère et ton cousin, tu t'occupes parfaitement bien de l'affaire. Je peux partir faire du bateau à voile et me reposer, et puis vous avez qu'à vous débrouiller. » Voilà, donc moi je suis la 4e génération, et mon fils Grégory nous a rejoint maintenant, le temps passe, il y a plus de 15 ans, mais il a 50 ans, 48 ans exactement, et il continue la saga, puisqu'il va être la 5e génération à la tête de cette entreprise familiale qui est patrimoniale, mais pas paternaliste. Ok, vous dites tout naturellement, ça veut donc dire que tout naturellement, quand on est dans une structure familiale qui a déjà traversé les générations, on est amené à faire de la donation plutôt que de la cession? Non, je pense que cette transmission de père en fils ou de père en fille, pourquoi pas, elle se réalise si on arrive à identifier qu'un enfant a la capacité de prendre le relais. Bon, moi j'ai cette chance, et ma famille a cette chance d'avoir Grégory qui a fait le parcours universitaire qu'il avait à faire, de faire les stages et les formations qu'il a pu faire, y compris aux États-Unis, y compris en Angleterre. Et donc, il est arrivé un moment
où il était en capacité de reprendre tout cela, tout en étant... Notre métier, c'est un métier de compagnonnage. Donc, nous compagnonnons, nous continuons aujourd'hui, et petit à petit, finalement, comme disent certains, avec du tuilage, on arrive à mettre le pied à l'étrier à l'un ou l'autre de nos enfants, ou pourquoi pas à plusieurs enfants. Pour l'instant, c'est au niveau de Grégory que ça se passe. Ok, parfait. Nadia, je viens vers vous pour savoir. Donc là, on voit avec Franck Allard la solution qui a été la sienne et la donation, la transmission familiale. Est-ce que ce cas est fréquent? Est-ce que c'est l'une des portes de sortie privilégiées par les gens que vous avez interrogés ou pas? Oui, non, pas du tout. Pas du tout. En fait, on s'aperçoit que la donation pour les courtiers d'assurance, la donation, ça se traduit par 3% uniquement des transmissions ou des cessions dans l'univers des courtiers d'assurance. C'est plus important pour notre population de référence, la population des TPE-PME, puisque là, on arrive et on touche 20%. Donc la cession d'actifs, la cession du patrimoine, la cession de l'entreprise ou même de temps en temps la cession des portefeuilles clients, c'est 92%. Ok, Bertrand, les entreprises familiales dans le monde du courtage, c'est une vieille histoire, mais c'est fini? Ah non, je ne pense pas que ce soit fini. Je pense qu'on vit des évolutions. On vit des évolutions parce que, comme ça a été dit tout à l'heure, il faut que les entreprises grossissent, il faut qu'elles se développent. Donc, j'ai plutôt envie de dire qu'on est peut-être dans la situation où on aura plus des associations en termes de reprise, peut-être financiers, peut-être professionnels, mais la notion d'individu, la notion de personnalité, la notion peut-être de famille restera évidemment très importante. Je rappelle quand même que le courtage est un métier d'homme, un métier enfin, hommes et femmes bien sûr, mais de relations, et donc il ne faut surtout pas que ce monde devienne un monde décharné. Ok, Nicolas Ibanez, je viens vers vous maintenant. Tout à l'heure, Nadia nous disait qu'il y avait 3% des sondés qui avaient répondu la donation comme étant la solution. Enfin, j'ai noté qu'il y avait également 5% des gens qui disaient soit la donation, soit la cession. Tout à l'heure, vous nous avez dit que quand on débutait dans un dossier, il ne fallait pas se dire je vais être acheteur ou vendeur. De la même façon, il faut être ouvert d'esprit sur l'opération que l'on peut faire et sur le mode. Alors, effectivement, déjà les chiffres que vous montrez sont assez naturels. Comme Franck l'a bien dit, pour transmettre à sa famille ou à ses enfants, il faut déjà avoir des enfants qui souhaitent faire le même métier. Et ça, je laisserai Franck en parler. Il y a deux grandes familles de transmission. Il y a la transmission familiale et la transmission à un tiers. La finalité est la même, ça reste la transmission du capital à une autre personne. En revanche, les objectifs sont différents. Les objectifs, quand on est dans un cadre de transmission familiale, c'est assurer la pérennité de la famille au sein du capital de l'entreprise. Donc de tout mettre en œuvre de manière plus juridique que financière pour transmettre la société à ses enfants. On parle de donation, mais une transmission familiale n'est pas réalisée uniquement par donation. Ça peut être également une cession à ses enfants. Donc c'est pour ça que les 3%, faut les mettre un peu en parallèle avec effectivement la partie revente qui doit être également dans la partie cession d'actifs. La deuxième grande famille des transmissions qui fait effectivement le gros du marché, qu'on soit dans le courtage d'assurance ou bien dans l'agroalimentaire, c'est de la cession à un tiers. Et un tiers, il y a trois familles dans cette famille-là. Ça peut être un manager ou une équipe de managers, ça peut être un fonds d'investissement ou un industriel. Et dans ce cadre-là, les objectifs sont différents pour le cédant. Le premier objectif, c'est, alors le premier ou le deuxième ou le troisième, ça dépend dans quel ordre on les met, mais c'est maximiser la valeur de sortie. Le deuxième objectif, c'est de optimiser les modalités de paiement. Et le troisième élément important également à prendre, c'est d'optimiser les modalités de garantie que l'on concède aux cédants. Ok.
Franck, je reviens. Donc, on voit, vous êtes une histoire familiale un peu, on va dire, atypique par rapport aux répondants, mais je voudrais malgré tout, parce que dans votre histoire, il y a plein de choses dans lesquelles on va se retrouver. Je voudrais qu'on regarde le choix du successeur. Donc, vous, le successeur, il est dans la famille, c'est votre fils. Là-dessus, ça amène plusieurs questions. Vous avez plusieurs enfants déjà ? Alors, effectivement, j'ai plusieurs enfants, j'ai 3 enfants. Il y en a un qui s'est intéressé à l'affaire et surtout, ce qui est important, c'est que c'est un enfant que j'ai eu jeune. Moi, je pense que si plus les affaires sont importantes, ce qui est le cas de la nôtre, plus on a besoin de faire venir auprès de soi un manager qui a du poids, qui a de l'expérience et qui est en capacité de reprendre la responsabilité. Nous, aujourd'hui, nous sommes 1400 personnes. Ça ne se manie pas tout seul et c'est difficile si aujourd'hui, moi, à mon âge, je confiais cette affaire à un garçon de 20 ou 25 ans. Bon, j'ai fait ça il y a 17 ans. Et qu'est-ce que j'ai fait avant ? J'ai eu un enfant, ça a l'air stupide, mais moi, j'ai eu un enfant à 25 ans. Ce qui est rare aujourd'hui, ce qui est rare. Donc, quand Grégory est arrivé dans l'affaire, personnellement, j'avais déjà 50 ans. Hein ? Et il faut faire attention à ça parce que plus les affaires sont importantes, plus il faut quand même trouver des gens suffisamment carrés au niveau de leur âge. On ne peut pas confier à un gamin un énorme paquebot comme le groupe Filles à l'Art. Et finalement, la vie a fait que, avec cet enfant qui était prédisposé à ça et qui était en âge, l'affaire a pu se faire. Je prends l'exemple, j'ai mon frère qui a fait toute sa carrière avec moi, Stéphane, un fils qui aujourd'hui s'intéresse un peu au courtage d'assurance, mais il n'a jamais que 20 ans, donc, ou 21 ans. Des enfants de mon cousin, Henri, sont aussi assez jeunes. On a la chance d'avoir avec Grégory un garçon qui a 50 ans, 48 ans. Voilà. Ok. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que son temps de formation, aujourd'hui, vous considérez que le temps de formation nécessaire est relativement long ? On apprend le métier comment, selon vous ? Alors, c'est du compagnonnage. Alors, bien entendu, il faut une base universitaire que Grégory a fait. Il est passé un peu partout. Il est passé à New York dans le cadre d'un VSNE, etc., dans la banque. Il a traîné ses guêtres un peu partout. Puis un beau jour, on lui a posé la question de confiance, eu égard au parcours universitaire qu'il avait fait et du parcours professionnel qu'il avait commencé à faire. On lui a dit « tu veux ou tu veux pas ?» Il a dit « je veux ». Et comme nous, on est un groupe important, le hasard a fait que j'ai pu tomber sur un maître dans notre filiale parisienne qui a pris en main Grégory. Il n'est pas du tout resté, si je peux dire, c'est l'expression qui veut ça, dans mes jupes. Je ne l'ai pas vu pendant 15 ans. Il était à Paris, et il se formait. Et puis il y a 15 ans, il y a 2 ans, il y a maintenant un peu plus d'ailleurs, il y a une dizaine d'années, on a sifflé la fin de la récré. On lui a dit maintenant, est-ce que tu veux venir à Bordeaux, est-ce que tu ne veux pas venir ? Et il est venu, mais il avait fait toute sa formation de compagnonnage à l'extérieur de l'entreprise pour vivre diverses expériences. Et on avait eu la chance de trouver un tuteur qui était en dehors du père, parce que entre le père et l'enfant, il y a une relation, il y a une relation filiale et père, et la relation, c'est pas une relation d'affaires. Et nous, on a pu trouver quelqu'un qui a pu créer cette relation d'affaires qui n'a pas perturbé le développement intellectuel et professionnel du candidat à terme. Et je dois dire, c'était un confort et une réussite d'ailleurs considérable parce qu'on a eu cette chance. Et il faut aussi que les entreprises aient suffisamment de taille pour pouvoir répartir des successeurs en dehors, si je peux dire, des jupes du père. Ok, donc là, si je vous entends, vous êtes en train de nous dire, si on veut faire une transmission familiale, il faut trouver un enfant qui est intéressé, il faut le former, il vaut mieux que ça prenne un certain temps, comme ça permet de lui donner les manettes une fois qu'il a une certaine maturité, et il ne faut surtout pas vivre dans les jupes du père.
Nous, ça s'est trouvé comme ça et je dois dire, j'en ai été ravi. Parce que la relation père-fils, certes, elle peut être très bonne, mais il y a toujours une relation de l'enfant par rapport au père ou du père par rapport à l'enfant avec des problèmes d'autorité, etc. Et je pense qu'un enfant se développe bien quand il se développe en dehors du cocon familial. Le cocon familial, il a donné les bases et les valeurs, mais après, il faut qu'il s'épanouisse. Et Grégory a eu la chance de pouvoir s'épanouir à l'extérieur. Comme moi, je l'ai fait aussi avec mon père, où j'ai travaillé soit chez des confrères, j'ai fait des stages, soit en compagnie d'assurance. Et puis un beau jour, l'entreprise était beaucoup plus petite, on m'a proposé de revenir à Bordeaux et c'était parfait, j'étais prêt. Vous savez, dans les entreprises familiales, il ne faut pas se croire propriétaire de l'entreprise. On n'est jamais que des passeurs de témoins, un petit peu comme une course de relais. On n'est pas. C'est un capital que l'on vous confie, qu'il faut essayer de développer. On est exactement dans la parabole des talents, sans se tourner vers l'église automatiquement. Mais c'est un peu ça, et on sait qu'on est là pour un moment, et qu'après, il faudra trouver. Soit on trouvera une solution à l'intérieur, c'est ce que l'on a fait avec mon fils, soit on trouvera une solution à l'extérieur. Hein, on n'est pas figé. Mais quand tout à l'heure, vous parlez de donation, nous, des affaires de la taille de la nôtre, nous ne sommes pas dans le cadre de donation. Ok, donc on est effectivement ce que nous disait tout à l'heure dans le cadre de session. Dernière petite question avec une réponse, je vous demande juste un chiffre. Grosso modo, à quel âge vous vous êtes dit, vous avez entamé votre réflexion sur la transmission? J'avais 55 ans. Ok, parfait. Alors, je prends maintenant les questions parce que vous pouvez nous poser des questions. Sous la petite zone qui est en dessous, je ne vous l'ai pas dit parce que j'étais parti dans les habitudes de l'émission précédente. Donc, vous avez une petite zone en dessous pour nous poser des questions et on a des questions. Donc, je vais lancer la première. Donc, on nous demande de traiter les choses de manière généraliste. Puis on me dit, pourquoi à 50 ans, alors que l'âge de la retraite recule à 65 ans, est-ce qu'il faut 15 ans pour préparer une vente? Alors, on va commencer avec vous, Nadia, sur l'âge de 50 ans. Vous nous aviez dit que dans les PME, les choses étaient un peu différentes. Votre sentiment sur cette question d'âge? Alors, le sentiment sur cette question d'âge, moi, je ne dis pas obligatoirement 50, comme je ne dis pas obligatoirement 60. Ce que je dis, c'est qu'il faut effectivement un minimum de 5 à 10 ans sur la préparation d'une transmission. La cession est effectivement ce qui prendra le moins de temps, mais il faut le préparer. Parce que quand je dis pourquoi il faut anticiper, pourquoi il faut préparer, c'est qu'avant de prendre une décision sur une cession, sur une donation ou sur une transmission qui peut se passer en donation, en transmission du trail, etc., et Nicolas va se développer là-dessus, il faut au minimum avoir posé toutes les options et avoir envisagé tous les scénarios. Pour faire ça, il faut avoir le temps de le faire. Et pour avoir le temps de le faire, parce qu'en même temps, il faut gérer l'entreprise et puis il faut traiter l'opérationnel, pour faire ça, il faut moi je pense qu'il faut un minimum de 5 ans. Donc oui, il faut commencer autour de 55 ans pour se poser les bonnes questions. Et comme le disait Nicolas tout à l'heure, il y en a qui se posent aussi la question bien avant parce qu'ils ont d'autres projets. Alors Nicolas, vous avez effectivement déjà partiellement répondu à cette question en disant que certains y pensaient dès 40 ans. Je vais donc plutôt vous interroger sur la deuxième partie de la question du courtier qui nous interroge via la petite zone en dessous de la vidéo. Combien de temps, grosso modo, il faut prévoir pour organiser proprement une transmission? Alors, effectivement, pour rebondir sur ce que vient d'expliquer Nadia, heureusement, une transmission ne prend pas 10 à 15 ans. Sinon, ce serait compliqué pour nos métiers. Se préparer, c'est de l'évidence. C'est effectivement mettre en œuvre. Nicolas, oui. Pardon, je vous entends, c'est de l'évidence, mais vous avez aussi quand même un business à faire tourner. Bien sûr. Se préparer, on est tous dans l'opérationnel, c'est-à-dire qu'on a des boîtes à faire tourner et on traite les dossiers qui sont les dossiers du jour, de la semaine, du mois. Se dire qu'on va traiter le dossier dans un an, dans 2 ans, etc., on se dira on le traitera le moment venu.
Oui, alors, ceci dit, quand un acheteur va étudier un dossier dans le cadre d'un rachat, son analyse, elle ne va pas se réaliser uniquement sur l'année en cours. L'année en cours est très importante et l'année qui vient également, mais généralement, on étudie à minima les 3 dernières années. C'est-à-dire qu'un courtier dont le chiffre d'affaires est très stable sur les 10-15 dernières années et l'année où il veut vendre, il fait plus 30%, évidemment, un acquéreur ne va pas se baser que sur cette année-là. C'est pour ça que quand on dit que c'est important de se préparer 10 à 15 ans avant, c'est de préparer son entreprise, mais en bonne gestion, c'est-à-dire faire en sorte que les chiffres soient propres. Quand je dis propre, c'est un travail sur la rentabilité, c'est un travail sur le portefeuille de clients, c'est mettre en place également une structure intermédiaire. On n'en a pas parlé et je rebondis là-dessus, mais typiquement, c'est plus compliqué pour un courtier tiers d'acquérir un de ses confrères dont la clientèle dépend essentiellement du dirigeant. Donc il est important, quand on se met en phase de cession, de préparer quelques années avant de se mettre sur le marché à potentiellement faire monter une deuxième personne qui prendra de plus en plus la relation clientèle. C'est pas possible avec tous les courtiers. Nicolas, ça veut dire que vous êtes en train de nous dire que la transmission est difficile si on est indépendant, c'est-à-dire si on est seul, sans collaborateur? C'est pas difficile. Ce que je veux dire là, c'est que c'est pas plus difficile. C'est toutes ces questions de modalité ensuite. Une entreprise dont on diffère le risque du dirigeant qui va partir à un moment, que ce soit tout de suite ou dans un horizon de 3 à 5 ans, aura nécessairement une valorisation qui sera moins importante en termes de multiples, parce qu'on va certainement parler de multiples, à mon avis, plus dans nos tables de la semaine prochaine. Mais une entreprise qui est arrivée à mettre une strate intermédiaire, mécaniquement, elle vaut un peu plus cher. Après, ce n'est pas une fatalité. Un courtier indépendant qui veut vendre son portefeuille, il pourra très bien le vendre à un confrère. Mais ce ne sera pas sur des mêmes bases de valorisation. Bertrand, vous qui avez eu une expérience sur ces sujets-là, le délai pour organiser une transmission, vous diriez combien? Alors, pour l'organiser, ça dépend encore une fois de quoi on parle. Si on parle de la réflexion qui amène à ce genre d'opération, effectivement, ça peut prendre 5 ans. Voilà, c'est quasiment une philosophie. Par contre, sur les délais pratiques, je crois qu'il n'y a pas. On a tendance à dire les bonnes opérations, enfin les opérations doivent se faire quand il est bon de les traiter. Donc, moi, les opérations que j'ai pu faire dans ma carrière, en 2 ans, à partir du moment où la décision a été prise, elles ont été structurées, elles ont été réalisées en s'appuyant sur des conseils extérieurs, voilà, présentation des offres, etc. Donc, je ne crois pas que... il faut dissocier la réflexion, l'organisation de la société pour la mettre en état d'être vendable, entre guillemets, et puis la partie technique de réalisation de la cession qui, là, ne doit pas quand même prendre énormément de temps, encore une fois, si le préalable a été fait. Mais voilà un peu mon expérience. Ok, donc 2 temps, un temps de préparation et un temps derrière technique de réalisation. Franck Allard, je viens vers vous parce que là encore, on a des réactions et on a des questions. La question est la suivante. La transmission du pouvoir peut être simple, mais comment gérer un capital éclaté entre de nombreux cousins? Donc j'imagine que ça fait un peu référence à votre histoire. Se pose la question du dirigeant qui n'est pas actionnaire majoritaire. Quelles sont vos réflexions et vos préconisations là-dessus? Je pense que dans nos métiers, on partage entre mon frère
mon cousin qui est aussi en activité, comme l'était mon frère, le métier. Et à partir de là, on se comprend parfaitement puisque les décisions, on les prend généralement à 3 et maintenant à 4 avec Grégory. Sachant que reste avec des parts minoritaires ma sœur, qui ne travaille pas dans l'entreprise, et la sœur de mon cousin Henri. En réalité, on n'a absolument pas de problème parce que, d'abord, je vais vous dire, on a appris à vivre ensemble. Nos pères, entre le père d'Henri, Patrick, et mon père Jacques, ils se sont toujours extrêmement bien entendus. Et nous, on a l'intelligence de bien s'entendre. On a chacun nos zones de direction. On ne se marche pas sur les pieds. Et à partir de là, ça pose strictement aucun problème. Et nous ne parlons jamais de majorité ou de pas de majorité. Notre majorité à nous, la famille Allard, c'est d'avoir 97,5% du capital de la société qui porte les filiales. Voilà. Et nous devons rester unis comme les doigts de la main. C'est toujours comme ça que nos pères nous ont appris. Nos pères, ils ont appris de nos grands-pères, et c'est l'esprit de la famille. Parce que, à l'inverse d'une autre société, il n'y a pas de combat, il y a un esprit familial, et ça, c'est capital. Et nos associés, nos collaborateurs le savent, et c'est ce qu'ils viennent rechercher chez nous, cet esprit familial, cet esprit patrimonial que nous avons, parce que la principale richesse de nos entreprises, ce ne sont pas nos clients, ce sont nos collaborateurs. Et ça, ils le savent aussi. Donc, il n'y a jamais une feuille de papier à cigarette qui puisse passer entre les cousins réunis pour faire marcher cette entreprise. Nicolas, donnez-moi quelques petits conseils dans le cadre d'une transmission pour optimiser, notamment pour optimiser sur un sujet majeur qui est la fiscalité. Alors, je vais pas me risquer à répondre de manière précise sur ce thème-là parce que c'est plus le métier d'un avocat fiscaliste que le nôtre. Nous, on est des professionnels de la transaction. On négocie pour optimiser les termes d'un deal. Le sujet fiscal est tout aussi important que le sujet du prix. Aujourd'hui, plus qu'hier, on a un cadre fiscal qui est assez clair. Quand on transmet, on a la flat tax qui permet à un cédant d'être fiscalisé au maximum à 30% de sa plus-value de cession. Il y a d'autres mécanismes incitatifs qui permettent de ne pas supporter l'imposition tout de suite et de la reporter dans le temps sur d'autres opérations qui sont des mécanismes, c'est pas le cœur du sujet aujourd'hui, mais si nos auditeurs sont intéressés d'aller regarder sur Internet, ça s'appelle ce qu'on appelle tout ce qui est réemploi, le mécanisme de réemploi, le 150 BTR, qui permet d'utiliser le fruit de la cession pour investir dans d'autres aventures. Et de fait, reporter l'imposition sur un horizon qui est plus lointain. Ok, Nadia, est-ce que vous avez le sentiment, pas simplement à travers le monde du courtage, mais à travers toute votre expertise que vous avez sur les PME et les ETI, que la fiscalité est un frein à la transmission ? Ah, ça a été un frein. Ça ne l'est plus aujourd'hui quand les choses sont faites bien en amont parce que depuis le pacte Dutreil, donc depuis 2006-2008, le pacte Dutreil a énormément permis de choses, notamment dans la transmission familiale. Et il y a énormément de moyens de minimiser la fiscalité quand il y a des transmissions, même quand il y a des cessions ou des cessions à des employés, même quand il y a des LBO ou des LMLMBO. Donc non. Et là encore, ça milite. Juste, je reviens sur ce sujet de la durée et de l'anticipation. Ça milite aussi sur le temps que l'on va prendre pour anticiper cette transmission. Quand on parle de cession, effectivement, quand on parle de vente, les choses peuvent être faites rapidement. Si on essaye
de mettre en place des choses de façon un petit peu plus complexe pour éviter effectivement un certain nombre de fiscalités, eh ben, il faudra du temps et il faudra mettre en place ça et prendre le temps de le mettre en place. Donc je pense qu'aujourd'hui la fiscalité en France a beaucoup évolué et permet de faire beaucoup de choses de façon assez fluide. Franck Allard, vous avez une question d'un confrère. Quel mode de transmission a été utilisé chez Philippe Allard? Écoutez, c'est très simple. D'abord, le mode, effectivement, s'est beaucoup appuyé sur le pacte d'Utreil. On a tous apporté nos actions dans des holdings familiales, pas au total de la famille, mais moi j'ai ma propre holding dans lequel j'ai mes enfants qui ont la nue propriété et moi j'ai gardé l'usufruit. Mon frère a fait la même chose, mon cousin a fait la même chose. Et à travers toutes ces holdings, on a créé des règles du jeu, donc des règles du jeu au niveau de nos holdings personnels. Et après ça, nous avons créé une règle du jeu que nous appliquons, que nous respectons, etc., au niveau de la holding de tête, dont nos holdings personnels sont les actionnaires. Et à partir de là, ça se passe vraiment sans aucune difficulté. L'important, c'est ce que je disais au début de notre entretien, c'est de se faire aider par des gens compétents. Et il y a effectivement des outils de gouvernance à mettre en place, mais d'abord, ça passe par des outils fiscaux, parce qu'il faut quand même faire extrêmement attention à la fiscalité. Et si c'est fait intelligemment, comme le disaient les autres intervenants à cette conférence, ça se passe, disons, relativement bien. Ce que nous avons fait, nous, parce que les choses étaient importantes en termes d'évaluation, nous avons été les premiers courtiers en France à passer à travers un rescrit-valeur, où nous avons été planchés devant les experts de Bercy pour évaluer à l'époque la valeur de notre entreprise, pour être certain, par derrière, de ne pas être contrôlé et de ne pas être contesté sur les valeurs que nous avions pu prendre en compte. Donc ça s'est extrêmement bien passé, nous avons été bien conseillés et aujourd'hui les délais de prescription sont largement passés et tout est en route et il n'y a plus aucun problème de succession. Nadia, justement, on va regarder, parce que ce sujet de l'aide, ce sujet du conseil dans la transmission est un sujet important. Justement, dans l'enquête, il y avait une question sur ce thème-là. Grosso modo, qui aide les courtiers? Alors, dans la grande majorité des courtiers, comme d'ailleurs notre population de référence, la plupart de toutes ces entreprises nous disent personne. En fait, la transmission s'est vue comme effectivement très important, mais l'idée c'est je peux me débrouiller tout seul. Alors, je peux me débrouiller tout seul, mais je peux aussi demander l'avis à mon expert comptable, peut-être à mon avocat de temps en temps. Je vous laisse regarder les chiffres là que vous avez sous les yeux, mais globalement, ils pensent qu'ils peuvent se débrouiller tout seuls, et je crois, Franck Allard vient de le dire, c'est une erreur fondamentale. Il est très important d'être accompagné pendant cette période, et c'est important d'être accompagné effectivement très en amont pour permettre, la question que vous avez posée tout à l'heure, d'éviter les frottements fiscaux, de mettre en place les bonnes structures. Créer une holding, ça prend du temps. Savoir quel est le bon système pour faire sa transmission, c'est important. Et prendre 1 an ou 2 de plus pour éviter une taxe de 30%, ça vaut le coup. Donc oui, il est important de se faire accompagner, tout à fait. Bertrand, quel est votre sentiment sur le sujet au vu de votre expérience? Si un adhérent de Planète CSCA vient vous voir en disant « moi, de toute manière, pas d'inquiétude, transmission, je gérerai ça tout seul », vous lui dites quoi? Oui, je pense qu'on a assisté en plus ces dernières années à une professionnalisation de la cession. Moi j'ai connu, et Franck, je pense, pourrait partager les temps où ces opérations se faisaient vraiment de gré à gré, parce que dans le monde du courtage, on finit par se connaître, parce que c'est une approche de longue haleine et que les opérations se font très en intitut personné.
moi, je remarque que depuis une dizaine d'années maintenant, il serait malencontreux pour nos auditeurs et nos adhérents d'imaginer faire une opération de cession ou d'acquisition, évidemment, sans s'appuyer sur un professionnel. C'est trop compliqué et comme disait Nadia, il y a un moment pour faire les choses. Et que ce soit en fiscalité, que ce soit en gouvernance, que ce soit dans des domaines un peu de longue haleine, alors il faut prendre de l'élan et il faut être conseillé pour le faire. Nicolas, votre sentiment sur le sujet, votre rôle, vous c'était conseiller. Juste sur les transmissions familiales, on a vu qu'elles pouvaient se faire sous forme de donation, sous forme de cession. Quid de la tentation de sous-valoriser? Alors, juste pour revenir sur votre question précédente, sur se faire accompagner ou pas, je vais répondre par une autre question, et là je presse pour ma paroisse. La question que le dirigeant doit se poser, c'est est-ce qu'il veut vendre ou est-ce qu'il veut bien vendre? Effectivement, comme Bertrand l'a dit, le métier de la cession s'est extrêmement professionnalisé, comme beaucoup de métiers, quelle que soit la taille du cédant d'ailleurs. Nos métiers, il y a encore 10 ans, étaient plutôt accessibles à de la PME, de la grosse PME ou de l'ETI, on va dire. Aujourd'hui, très clairement, du courtier indépendant qui souhaite céder son portefeuille, à moins qu'il ait et son courtier voisin qui souhaite lui acquérir son entreprise à un bon prix. Nous, notre job, c'est d'aller chercher également des acquéreurs. Votre question, c'était, pardon? Ma question, c'était sur le problème de la valorisation dans les transmissions familiales. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir tendance à se dire, finalement, ça serait pas mal de sous-valoriser? Alors, comme l'a dit justement Franck, attention à la sous-valorisation, parce qu'il y a un côté imposition lié à toute transmission, et le contrôle fiscal peut venir post-cession. Et si les contrôleurs fiscaux estiment que la cession s'est faite à des conditions qui sont très loin des conditions de marché, il peut y avoir un redressement. Le rescrit fiscal dont parlait Franck, effectivement, c'est le fait d'avoir acté le fait que la valorisation ait été acceptée par l'administration. Donc attention avec les notions de sous-valoriser. Il n'y a jamais de problème de survalorisation liée à l'imposition, mais en revanche, on ne peut pas céder son entreprise et on ne peut pas la donner à n'importe quel prix. Ok, on nous interroge donc dans les questions, on a pas mal de questions là qui sont en train d'arriver. Est-ce que les cessions de moins de 300 000 €, l'exonération est totale? Alors non. Il y a des abattements. Il y a des abattements pour départ à la retraite. Il y a différents abattements en fonction de la période de détention des titres, mais il n'y a pas de montant minimum de la plus-value. Là où ça peut être, je corrige un peu ce que j'ai dit. Un dirigeant qui part à la retraite, s'il cède son cabinet et que la plus-value est inférieure à 500 000 €, effectivement, il n'aura pas d'imposition. Enfin, encore une fois, il faut faire valider ça par un fiscaliste. Mais quand on cède pour un départ à la retraite, il y a un abattement fiscal de 500 000 € sur la plus-value. Donc c'est peut-être à ça que le courtier qui a posé la question s'intéresse. Bertrand, question pour vous. On a pas mal de gens qui nous interrogent en nous disant « Ouais, mais ça c'est bien, mais vous parlez de cabinets qui sont grands. Nous, on est des cabinets de proximité. Il faut qu'on traite aussi de notre cas. » Vous leur diriez quoi, ces cabinets de proximité, souvent de petite taille, sans collaborateurs? Moi, j'ai entendu que c'était plus compliqué tout à l'heure de vendre quand on n'avait pas de collaborateurs que quand on avait des collaborateurs. Il faut commencer par grossir? Je pense de toute façon, on a tendance à dire dans le courtage qu'un portefeuille, un cabinet qui n'évolue pas, c'est un cabinet et un portefeuille qui meurt. Donc, on est toujours à la recherche de croissance et il faut croître. C'est notre destin, j'ai envie de dire, parce que les portefeuilles tournent, parce que les portefeuilles,
y a de l'attrition naturelle dans les portefeuilles, donc il faut croître. Maintenant, je crois qu'il y a encore une fois, il y a plusieurs strates. Le courtier indépendant, alors sauf encore une fois, parce qu'il faudrait rentrer dans les détails, sauf encore une fois à ce qu'il soit sur un marché de spécialité, de niche, le courtier indépendant, très souvent, je pense qu'il va chercher une opération institut personné dans le cadre d'un rapprochement, dans le cadre d'une cession. Et ce genre de réaction, je pense, va assez loin dans la typologie des cabinets. Je pense que jusqu'au cabinet d'à peu près 1 million de chiffre d'affaires, l'institut personné est encore important. Après, donc ça c'est une des données du monde des indépendants. Après, on l'a dit tout à l'heure, les indépendants ne peuvent pas forcément se structurer, donc je crois qu'il faut faire avec ce qu'on est aussi. Moi j'ai un cabinet où j'ai une collaboratrice, c'est clair que si un jour je souhaite céder, je ne vais pas aller recruter un directeur général pour mettre une strate intermédiaire. J'ai une collaboratrice qui est par ailleurs associée d'ailleurs au cabinet. Voilà, on décidera ensemble de céder ou elle décidera de racheter, mais voilà, je ne vais pas faire de l'organisation de gouvernance dans mon cabinet. Je céderai, soit parce que je l'ai décidé, soit parce que, comme je disais tout à l'heure, je m'adosserai à un cabinet avec lequel je pourrai entretenir des synergies et qui pourra permettre au tout de valoir plus que 1 + 1. Franck Allard, j'aimerais vous entendre un peu sur votre... puisque là, on est quelque part en train de parler de l'organisation du marché du courtage, ce qu'il est, ce qu'il va devenir. Quelle est votre vision des choses? Ma vision des choses, c'est que on était à peu près certains du devenir et de l'évolution de notre métier avant ce coronavirus, même si aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. Mais je dois dire que nous, personnellement, nous avions quelques affaires à l'étude en termes de croissance externe et que pour l'instant, on a mis un peu sous cloche nos projets en attendant de véritablement savoir ce qui allait se passer à partir du mois de septembre, et aussi bien dans notre entreprise que dans les cibles que l'on avait identifiées, parce que finalement, on a un métier d'intermédiaire et nous sommes quand même dépendants de nos clients. Or, aujourd'hui, on n'est pas en capacité de savoir, tout au moins pour les parties, nous avons une importante partie de risque industriel, notamment au niveau des PME, des ETI, et nous ne savons pas du tout ce que vont devenir nos clients. Est-ce qu'ils vont maigrir? Est-ce qu'ils vont disparaître? Est-ce qu'ils vont grossir? Il va falloir adapter l'entreprise au devenir de nos clients, puisque le devenir de notre entreprise, c'est la conséquence du devenir de nos clients. Bon, c'est certain qu'il va y avoir aussi des cabinets qui forcément, je ne leur souhaite pas, mais vont se retrouver aussi en difficulté du fait de la difficulté de leurs clients. Vous savez, c'est un peu une espèce de chaîne qui tourne, hein, et il va y avoir aussi, pour des gens comme nous, comme pour d'autres, des opportunités de conquête de nouveaux marchés, de nouvelles affaires. Mais aujourd'hui, c'est vrai que nous avons pris la décision de lever le pied sur les opérations de croissance externe, se concentrant sur le devenir de notre entreprise à travers nos clients. Et puis, on va, après ça, en début d'année 2021, observer un peu ce qui se passe sur le marché, comment s'est passé le 4e trimestre, parce que moi, aujourd'hui, je ne suis pas en capacité de savoir dans quel état, quand je vois le ministre des Finances qui nous annonce il y a 48 heures une baisse du PIB de 11%, ça pose quand même un certain nombre de problèmes, et on va savoir dans quel état l'assurance va sortir de tout ça, avec en plus de ça
aujourd'hui quand même une image de l'assurance qui est un peu écornée à travers tous les fake news et toutes les dispositions qu'ont pris certains assureurs. Et j'espère qu'on va revenir vers un moment où finalement les clients apprécient leur assureur. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est les mal-aimés un peu, on est un peu les boucs émissaires de la crise, et il va falloir que, comme on dit à la campagne, que les mouches changent d'âne. Mais aujourd'hui, elles sont sur nous. Voilà un peu ma vision du métier. Bon, c'est certain que en début d'interview, Bertrand expliquait un peu le fait que les cessions vont, parce que la réglementation s'intensifie, parce qu'il y a des fonds qui s'intéressaient à nous, vont-ils toujours s'intéresser? Et puis je pense qu'il y avait un troisième point aussi, c'était la rupture numérique d'un certain nombre de cabinets qui n'ont pas fait l'effort de s'équiper sur le plan informatique et qui vont se retrouver en rupture et qui vont être obligés de céder vu les investissements importants qu'il y a à faire si on veut suivre la cadence. Voilà ma vision. Bon, je pense qu'il y a des cabinets quand même qui vont souffrir, qui sont les cabinets de moyenne taille, parce qu'ils ont la problématique des grands cabinets et ils n'auront peut-être pas toujours les moyens de répondre à cette problématique. Et puis souvent, ces cabinets de taille moyenne s'appuient sur un ou deux gros clients pour devenir moyens. Et pour peu que ces un ou deux ou trois gros clients passent mal la crise et des difficultés, ça mettra forcément en difficulté ce cabinet de taille moyenne. Je pense que les cabinets de proximité trouveront toujours à rebondir parce que leurs problématiques, en s'appuyant sur des assureurs de qualité, ils doivent arriver à les résoudre. Les gros cabinets, ils peuvent aussi avoir des difficultés, mais si vous avez géré une entreprise, comme c'est le cas chez nous, qui ne soit pas du tout endettée et qui n'ait pas de difficultés particulières, on devrait passer à travers la crise, même si elle risque de nous éclabousser. Il ne faut pas s'imaginer qu'on va ressortir blanc-bleu de cette épreuve que personne n'attendait, qui nous est tombée dessus du jour au lendemain. Voilà un peu ma vision. Et ma vision, elle est très optimiste pour notre métier, parce que je pense que plus le monde est compliqué, plus le monde aura besoin de courtiers et de conseils. C'est le cas aussi pour les fusions-acquisitions. Je vois qu'autour de la table, il y a 2 personnes qui s'intéressent à ça. Je crois que dans le courtage d'assurance et pour la gestion des affaires, on a besoin de conseils et de bons conseils. Et notre rôle est parfaitement justifié. Nicolas Ibanez, on attaque un petit sujet quand même Covid, puisqu'on l'avait mis dans l'intitulé de notre table ronde. Vous, aujourd'hui, votre perception de cette crise du Covid sur l'activité cession dans le monde du courtage, c'est quoi? Ça va avoir un effet sur les volumes de transactions, sur le nombre d'opérations, ça va les retarder, ça va les annuler, et ça va impacter les prix. Quelle est votre perception? Alors, très concrètement, il va y avoir un peu de tout ça. Et on ne peut pas faire une généralité sur l'ensemble des courtiers. Comme l'a dit très justement Franck, un courtier qui a son chiffre d'affaires qui est réparti sur 2, 3, 4 gros clients n'a pas la même situation pour être sur le marché qu'un courtier dont le plus gros client ne représente pas plus de 2 à 3% du chiffre d'affaires. Ce courtier-là, il sera assez peu impacté, à moins qu'il soit très spécialisé sur un métier. Aujourd'hui, un courtier qui est spécialisé sur l'hôtellerie ou la restauration, il faut attendre encore quelques mois pour voir quel sera l'impact sur la perte de ses clients potentiels. En revanche, là où je mettrai du positif, nous, on est actifs dans le courtage assurance, mais pas seulement. On travaille sur d'autres secteurs. Et l'impact des 2 à 3 mois qu'on vient de passer sur les autres secteurs, parfois, sont jusqu'à 80% de baisse du chiffre d'affaires. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on ne voit pas sur le courtage. Donc, très clairement, les acteurs avec lesquels on échange, que ce soit des fonds d'investissement ou des repreneurs d'entreprises, industrielles ou pas,
renforcent, eux, leur intérêt pour le secteur du courtage, encore une fois pour certains types de courtiers, parce qu'on s'aperçoit dans cette crise que le courtage d'assurance quand même est un très beau métier et que c'est un métier qui est très résilient. C'est ce qu'on pensait jusqu'à il y a 3 mois des EHPAD et de l'hôtellerie. On s'est aperçu que c'est pas le cas en cas de crise sanitaire. En revanche, le courtage a démontré qu'il avait une très forte résilience à des chocs qui sont terribles. Franck l'a dit, moins 11, on ne s'imagine pas très bien encore ce que ça va représenter sur le deuxième semestre. Mais le courtage est un des secteurs qui sera un peu épargné sur le métier des cessions-acquisitions. Après, oui, juste avant de vous laisser la parole, il y a effectivement, il y a est-ce qu'on est acheteur, est-ce qu'on est vendeur. Quand on est vendeur, si on arrive à démontrer qu'on avait une forte résilience sur nos clients, les valorisations ne seront pas abîmées. Elles seront même parfois renforcées pour certains types d'actifs. En revanche, à l'autre bout de la table, celui qui est acquéreur et qui a une trésorerie confortable, qui a un bilan qui est sain, c'est effectivement le bon moment pour aller sur le marché, racheter des courtiers qui sont sains, mais qui pourraient avoir un problème sur leur portefeuille d'ici quelques mois. Ok, je reviens vers vous dans 2 secondes. J'ai juste une petite question pour Franck Allard, une précision qui est demandée par un courtier qui vous a bien entendu, Franck, sur l'inquiétude que vous aviez sur les cabinets de taille moyenne. Il nous dit qu'entendez-vous par cabinet de taille moyenne, quel chiffre d'affaires? Moi, je pense à des cabinets au-dessus d'1 million. Ok, parfait. On revient sur notre sujet Covid avec cette autre question. À cause du Covid, la valorisation des cabinets va fortement chuter, point d'interrogation. Donc ça, c'est une question, mais surtout, ce qui est important, c'est la suite. Surtout si les résiliations sont là en fin d'année. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un vrai problème de savoir ce qui va se passer sur les contrats, sur les clients qui vont tenir et qui ne vont pas tenir? Et Nicolas, tout à l'heure, vous nous disiez, quand on fait une transmission, on regarde les bilans des 3 dernières années, mais vraisemblablement, aujourd'hui, plus que regarder le bilan des 3 dernières années, ce qui va être important, c'est de regarder les résultats des 6 prochains mois. Alors là on touche à un autre sujet. On touche la façon de réaliser une opération pour se protéger du fait qu'il y ait des clients qui puissent partir, liés à la crise ou pas. Typiquement dans le courtage, il est assez rare de voir des opérations où l'acquéreur paye 100% du prix le jour du closing. Les mécanismes qui sont souvent abordés, c'est on paye, on va dire les 2 tiers ou 80% du prix, et ensuite il y a un complément de prix qui est payé à l'issue d'une période de 1, 2 à 3 ans. Ce complément de prix-là, il permet plusieurs choses. Pour l'acheteur, c'est se protéger du fait qu'il y ait une attrition du chiffre d'affaires, qu'elle soit voulue ou non voulue. Pour le cédant, généralement, ce complément de prix permet d'aller chercher des suppléments de rémunération et de cranter l'histoire qu'il raconte à son candidat acheteur. Bertrand, votre réaction sur ce sujet des résiliations, de l'impact que ça peut avoir sur les transmissions? Oui, alors, on a tendance à dire, dans le monde de l'assurance et dans le monde du courtage, qu'en cas de crise, c'est les derniers à y rentrer, mais c'est aussi les derniers à en sortir. Et donc, autant Nicolas a raison, à ce jour, on peut considérer que le courtage a à peu près bien résisté au Covid. Je ne vous cache pas que moi, sur la fin de l'année et sur les renouvellements, je suis très inquiet. Je suis très inquiet parce que, comme l'a dit Franck, les entreprises, il y a des entreprises qui vont disparaître, il va y avoir des entreprises qui vont devoir licencier, et donc ça, c'est de la masse assurable qui va disparaître. Et puis, il y a ce qu'a évoqué rapidement Franck tout à l'heure, c'est-à-dire un peu la cacophonie qui existe maintenant depuis 2 mois entre les assureurs, où les prises de position des uns et des autres peuvent avoir un impact sur la rotation des portefeuilles en fin d'année. Donc, oui, je serais
acheteur aujourd'hui, je regarderai même pas les 3 derniers bilans, je regarderai le business plan et j'acquerrai à coût de complément de prix ou de paiement différé. Maintenant, dans le monde des affaires, on a aussi tendance à dire que les bonnes affaires se font au son du canon et dans les périodes compliquées. Donc je pense il va y avoir des opérations à faire, mais globalement, puisqu'on est là pour parler des grandes tendances de ce marché, je pense que les opérations, enfin en tout cas les acquéreurs, vont être beaucoup plus précautionneux en termes de paiement de prix, en termes de garantie et en termes d'analyse à la fois de la stabilité des portefeuilles, mais également, et c'est un sujet qu'on a peut-être trop peu abordé, plus vigilant en matière d'adéquation des cabinets par rapport au respect de la réglementation. Ok. Franck Allard, tout à l'heure, vous nous aviez dit que vous étiez acheteur sur un certain nombre de cabinets, qu'avec la crise, vous aviez levé le pied. Lever le pied, ça veut dire que votre timing, c'est de repartir assez vite, de renforcer les politiques de paiement différé et de complément de prix? Alors, non, c'est pas tout à fait ça. Je pense qu'aujourd'hui, on navigue à vue. Bon. Et je pense que chez nous, en tout cas, on a à s'occuper de la bonne marche de notre entreprise avant d'aller s'occuper des entreprises des autres, et notamment de faire des rachats. Donc on a fait le choix de momentanément lever le pied sur des choses qui ne sont pas signées, qui étaient juste en discussion, le temps que, comme on dit, le soufflet retombe, qu'on puisse voir nous-mêmes dans notre entreprise comment va se faire le renouvellement de début d'année 2021, avant d'aller... Quand on va à la chasse et qu'on court 2 lièvres à la fois, on n'en prend aucun. Nous, on a notre lièvre qui est déjà notre entreprise, qu'il faut pérenniser. On a la responsabilité de nos salariés, on a un travail à faire pour nos clients et on veut se concentrer là-dessus. Je pense qu'aujourd'hui, sur le marché du courtage d'assurance, il y a plus de vendeurs que d'acheteurs, parce que les acheteurs, ils sont en phase de réflexion, ils s'occupent de leurs affaires et ils attendent surtout de voir dans quelles conditions les contrats vont se renouveler à la fin de l'année. Comme disait Bertrand tout à l'heure, et je le rejoins parfaitement, aujourd'hui, nous vivons sur le travail, tout au moins ceux qui s'occupent de risque d'entreprise, nous vivons du travail qui a été fait en début d'année 2020. Il n'y avait pas de crise, il n'y avait rien du tout. On est sur l'élan. Bon, certes, on peut avoir dedans quelques défauts de paiement, mais ça devrait pouvoir normalement se régler. Mais quand on va arriver vers la fin de l'année, qu'il va y avoir des régularisations sur le chiffre d'affaires de nos clients s'est effondré, qu'il va y avoir des disparitions de salariés à la suite de licenciements, etc., la pelote va maigrir tout naturellement. Et il va falloir qu'avec une pelote plus maigre de renouvellement, peut-être que certains tarifs vont augmenter en début d'année, mais je ne le pense pas, parce qu'il y aura quand même la concurrence qui veillera. Et il va falloir équilibrer nos comptes, rémunérer nos salariés, faire tourner nos entreprises. Et je pense qu'on a d'autres choses à faire actuellement que d'essayer d'acquérir des affaires, tout au moins pour l'instant. C'est une affaire, à mon avis, de 6 mois. Dans 6 mois, okay, tout sera oublié et on repartira de plus belle pour essayer de voir s'il y a des opportunités de croissance externe qui correspondent à nos attentes. Il ne faut pas perdre de vue que quand on achète une affaire, moi je sais que la démarche des vendeurs, c'est toujours de vouloir nous montrer leur bilan. Et quand on leur explique que leur bilan, on n'a rien à en faire, ce qui nous intéresse, nous on achète des fonds de commerce. Il se trouve qu'à côté, il y a un bilan. Mais un bilan, on s'en débrouillera toujours. Comme disait un de mes fiscalistes, c'est technique, on verra ça après. Mais ce qui est intéressant dans l'acquisition, c'est de voir si le fonds de commerce peut mailler avec nos activités et nous apporte, ce fonds de commerce, un levier pour que 1 plus 1, ça ne fasse pas 2, mais que 1 plus 1, ça fasse 3. C'est ça l'important dans une opération de croissance externe.
Nadia, quelques questions justement. Quelle est votre perception, pas simplement sur le milieu du courtage, mais sur le milieu des PME, de l'impact de cette crise du Covid sur les transmissions? Est-ce que ça va ralentir les mouvements? Et deuxième question, en fait, quand on vend, qu'est-ce qu'on vend? On vend un savoir-faire, on vend des valeurs, vous avez interrogé les courtiers sur ces sujets-là? Alors, on a interrogé les courtiers, on a interrogé aussi les PME. Je vous réponds sur la première partie de votre question. Sur le Covid, moi, je pense que ça va accélérer certainement la prise de conscience qu'il y a un moment où il y a une interrogation sur ce qui va se passer après. Je pense que le dirigeant, au minimum sur la partie TPE, PME et sûrement courtier, peut-être un peu plus tard sur les courtiers, mais le TPE-PME aujourd'hui, il a subi de plein fouet la crise, le Covid, il est fatigué, il est épuisé et il se dit c'est peut-être le moment que je réfléchisse à qu'est-ce qui va se passer demain et comment je vais faire pour transmettre mon entreprise. D'abord, est-ce qu'elle va pouvoir durer? Et si elle dure, comment je fais pour la transmettre? Parce que moi, physiquement, je suis épuisée. Donc ce sujet-là est un sujet qui est aujourd'hui très prégnant dans les questions que je reçois, moi, des dirigeants d'entreprise que je peux rencontrer. Donc je pense que ça accélère au minimum la réflexion. On parlait tout à l'heure il y a l'exécution et puis il y a la réflexion. La réflexion aujourd'hui, elle est vraiment ancrée. Et les dirigeants, ils se disent, il faut que je me pose la question et se retournent aujourd'hui en tout cas de cause vers Transmission Lab ou vers les mentors qu'on peut avoir et qui sont là pour répondre à ces questions. Ça, c'est la réponse à la première partie de votre question. Et la deuxième partie, savoir ce qu'on vendait. Oui, absolument. Qu'est-ce qu'on vend? Alors, pour les courtiers, de façon très claire, leur réponse, c'est on vend d'abord un patrimoine. Donc, on vend d'abord, quelque part, on vend, je vais le mettre très simplement, on vend un fichier client. Donc, toutes les remarques que vous avez eues, que le panel autour de moi a eu aujourd'hui, qui est de dire ça va être compliqué parce que si effectivement il y a des résiliations d'ici la fin de l'année, ce patrimoine-là, qu'est-ce qu'il va être? C'est une vraie question. C'est pas la réponse prioritaire, c'est pas la première réponse de notre population de référence que sont les TPE-PME. Pour les TPE-PME, la première réponse, c'est d'abord et avant tout un savoir-faire. Un savoir-faire qui est représenté par des emplois, qui est représenté par les personnes dans l'entreprise. Et puis, ce sont des valeurs. Voilà, mais que là, qu'on retrouve de façon à peu près équilibrée chez les courtiers et dans les TPE-PME. C'est intéressant de voir les deux choses. Ok, quand on dit un patrimoine, se pose la question de valorisation. Juste, je dirais en fait un peu en teasing, parce qu'on ne va pas traiter le sujet vu l'heure, puisque j'ai annoncé qu'on finirait à l'heure. Nicolas, la valorisation par le chiffre d'affaires, en 2 mots, c'est une bonne ou c'est une mauvaise méthode? C'est une bonne méthode, mais qui aujourd'hui prend en compte également un autre indicateur qui est clé dans les opérations, qui est la rentabilité opérationnelle, le fameux EBITDA. Ok, donc on en parlera ça naturellement la semaine prochaine. Je vous rappelle le programme. On a commencé à vous dévoiler les premiers éléments de l'enquête. On vous en proposera d'autres la semaine prochaine. On a 2 rendez-vous de mémoire, c'est mardi et c'est vendredi. Et on regardera les casquettes vendeurs et les casquettes acheteurs. Alors, un mot de conclusion maintenant, puisqu'il est quasiment 25 et que j'ai dit qu'on allait rendre l'antenne à l'heure. Je me tourne vers mon ordinateur et vers les questions qui arrivent encore. J'aurais une question pour Bertrand. Bertrand, vous nous avez au début parlé de pyramide des âges, etc. Et on a quelqu'un qui nous dit « Bonjour, on peut imaginer que 50% des cabinets de courtage compte tenu de la pyramide des âges auront été vendus sous 10 ans. Point d'interrogation. Quel sera le paysage du courtage en France ?» Oui, alors d'abord, par rapport à cet état de fait, il faut savoir que cette situation ne date pas d'aujourd'hui. Le monde du courtage, c'est un monde un peu de barbe blanche. Bah oui, ça a toujours été un petit peu ça. Et donc, cette pyramide des âges, elle existe, même si, et c'est le côté extrêmement positif, même si on constate que tous les ans, il y a un solde de dette de création par rapport aux
disparitions, que ce soit des disparitions par arrêt ou des disparitions par absorption à la suite d'un rachat, il y a un solde net de création de cabinets de courtage de 2% par an. Donc, ça, c'est par rapport aux inscriptions à l'ORIAS. Donc, bien sûr qu'il continuera à y avoir des cabinets de courtage, et surtout, bien sûr, parce que ça, on le constate aussi, que l'âge moyen est en train de se rajeunir. On assiste principalement avec les assurtech, les courtech, à l'arrivée dans le paysage du courtage de jeunes dirigeants, de jeunes entrepreneurs. Donc non, je ne suis pas du tout inquiet sur le renouvellement du monde du courtage. Encore une fois, il vit de ça, c'est un monde qui respire. Donc comme toute respiration, il croît, peut-être se rétrécit un petit peu. C'est un monde qui vit et donc il n'y a pas d'inquiétude du tout à avoir sur sa représentation en termes de nombre, mais surtout, et je rebondis sur ce qu'a dit Franck tout à l'heure, sur son côté indispensable en termes de conseils par rapport à des problématiques qui sont de plus en plus compliquées et pour lesquelles les clients ont besoin, sur lesquels les clients ont besoin de s'appuyer sur un expert. Donc voilà, pour toutes ces raisons-là, je ne suis absolument pas inquiet sur le devenir du courtage en France. Bien, parfait, merci beaucoup. Il est quasiment un peu moins de 30, donc je vais vous remercier puisqu'on va avoir respecté les timings. Merci Nadia Nardonnet d'avoir été avec nous. On se retrouve mardi prochain avec la suite de l'enquête. Merci, absolument, avec grand plaisir. Alors on se retrouvera et on rentrera un peu dans les profils. Là aujourd'hui on a donné des chiffres globaux, mais après on regardera, savoir si les fondateurs réagissent de la même façon que les repreneurs, etc. Vous allez voir, c'est passionnant. Et je vous rappelle que vous aurez le digest de l'enquête qui vous sera adressé si vous avez participé à ces tables rondes dans environ une dizaine de jours. Donc merci Nadia, merci Nicolas. On vous retrouve pas mardi sur la table ronde sur les vendeurs, mais on vous retrouve sur les acheteurs, ça sera vendredi prochain. Exactement, on se retrouve vendredi et mardi ce sera Jean-Christophe Pandolfi qui vous répondra sur le thème de la session. Voilà, alors juste je vous donne un petit scoop, ça sera le thème de la session, mais on aura deux grands témoins et la caractéristique c'est qu'on aura un acheteur et un vendeur parce que c'est assez intéressant de confronter un peu les attentes des uns et des autres. Donc ça c'est pour notre programme de mardi. Merci Franck Allard d'avoir été ce grand témoin, ce premier grand témoin de cette table ronde sur la transmission. Écoutez, merci moi de mon côté parce que c'était avec grand plaisir et dans une émission parfaitement organisée et puis moi-même j'ai pu en tirer des enseignements et d'ailleurs je participerai en tant qu'auditeur à vos futurs webinars. Eh bien, on vous donne rendez-vous donc mardi, vendredi. Merci Bertrand, on se retrouve prochainement dans une table ronde d'actualité. À vous qui nous avez écoutés, j'ai donc un dernier message. Je vous propose de faire comme la fois précédente. On n'a pas l'occasion de se voir directement et de se parler directement. J'ai essayé de prendre la majorité de vos questions. Si vous avez des remarques positives, négatives, des commentaires à faire sur cette émission pour nous donner des idées pour la semaine prochaine, vous profitez de la petite zone qui est en dessous, vous nous faites passer un message. Il est un tout petit peu moins de 10h30 et si vous avez envie de faire des travaux pratiques pour maîtriser plus encore la fiscalité et trouver des opportunités, éventuellement, je vous invite à regarder l'article 238 quindecies du Code général des impôts. Nous en parlerons peut-être la semaine prochaine. Voilà, salut à vous tous. Rendez-vous mardi pour une nouvelle matinale du Tour des régions de Planète CSA. Ciao. Merci.